Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. Le tissu social sénégalais montre des signes de fragilité et menace de se déchirer entre les imperfections de la réécriture de l'histoire générale du Sénégal et la polémique sur le port du voile dans une école dakaroise. Faut-il vraiment s'inquiéter? Professeur Ousmane Sène, bonjour. Bonjour. Oui, s'inquiéter, oui, parce que moi, je l'ai toujours dit. Je me suis toujours ému du fait que le champ politique sénégalais soit très bruyant. Du fait aussi qu'il y ait beaucoup de bruit au Sénégal. On fait feu de tout bois, mais au fond, j'y réfléchissais et je me dis ça, c'est le bruit et la fureur de la société sénégalaise. Or, si je dis le bruit et la fureur, il y a deux manières d'approcher ça. La vanité de l'œuvre humaine, the sound and fury signifying nothing. Ça, c'est William Shakespeare. Le bruit et la fureur de l'entreprise humaine et qui font n'aboutit pratiquement pas à rien puisqu'il faudra qu'on meure. Mais de l'autre côté de l'océan Atlantique, il y a aussi le géant William Faulkner qui a écrit son roman épique The Sound and the Fury. C'est le bruit et la fureur qui fait l'histoire humaine. Il n'y a aucune histoire humaine qui se soit faite sans le bruit et la fureur des affrontements, des confrontations des hommes, de leurs invectives, le bruit de la parole, le bruit des armes, le bruit des initiatives. Je crois que c'est salutaire pour une démocratie et un pays qui veut avancer. Mais encore faudrait-il que ce soit du bruit et de la fureur qui ne soient pas vains, et que aussi véritablement les objectifs, si vous voulez viser, soient des objectifs qui soient de nature à faire avancer le pays. L'écho qui, en tout cas dans la rédaction de cette œuvre appelée Histoire générale du Sénégal et le débat autour de l'interdiction du port du voile par une école dakaroise ont révélé les capacités des Sénégalais à se rendre radicaux, extrémistes et de toutes parts, il faut le souligner, se vivre ensemble entre toutes les sensibilités ethniques, religieuses qui fait selon certains que le Sénégal est une belle exception. N'a-t-on pas surestimé un peu cette cohésion sociale quand on voit aujourd'hui que la culture de la tolérance s'affaisse dans la société? Oui, je crois que ça c'est un vernis. Un pays où il y a la cohésion et la cohérence parfaite, absolue, ça n'existe pas. Il y a toujours des contradictions. Maintenant, ces contradictions-là peuvent atteindre un niveau acceptable, tolérable, et à partir de ce moment, les choses marchent, si vous voulez, normalement sans crise. Mais si ces contradictions sont exacerbées, c'est à partir de ce moment que vous avez des situations conflictuelles. Les choses pour lesquelles il y a cette levée de bouclier-là, je crois que les gens ne devraient pas trop s'en offusquer. Il s'agit de l'islam et il s'agit de l'introduction de l'islam au Sénégal et il s'agit de la propagation de l'islam au Sénégal. Tous les grands marabouts dans ce travail-là ont fait cause commune et se sont donné la main. Tous ont eu à cœur de montrer que autant l'islam vient d'ailleurs, autant les Noirs et les Sénégalais sont capables de maîtriser cet islam-là et de faire le combat de l'islam avec succès. Tous ces marabouts-là, tous, se sont levés. Les précurseurs, oui, les fondateurs des confréries. C'est ce que je veux dire. Les fondateurs des confréries et des groupes qui s'apparentent à ces confréries-là, ont mené aussi pendant la période coloniale le même combat avec des armes différentes. Qu'est-ce qu'il faut en penser que les descendants et autres disciples de ces fondateurs de ces confréries ont dévoyé toute la philosophie qui a été construite au départ? Oui, mais la philosophie qui a été construite, c'est une philosophie qui, si vous voulez, respecter les 5 piliers de l'islam, je crois qu'on les respecte. C'est une philosophie qui insiste beaucoup sur l'éthique du travail. Je parlais de ça sous l'angle de la cohésion. Oui, je veux dire, Mam Abdou, vous savez ce qu'il disait? Il disait que l'islam est dans le cœur des Sénégalais. Mais quand il s'agit du cerveau, de l'intellect, de la compréhension, il y a beaucoup de choses qui restent. Je crois que ces gens-là ont fait un immense travail chez nous.
Et il faudrait qu'on s'en inspire constamment pour aller dans le bon sens. Mais toute situation, il y a toujours des gens qui veulent faire leur bon compte, qui veulent en tirer avantage. Malheureusement, ça existe. Mais en même temps aussi, il faudrait qu'on dise que jusqu'à présent, il y a des marabouts, des chefs religieux qui sont là et qui font l'œuvre de Dieu et qui appellent tous les Sénégalais tous les jours sur la bonne voie. Est-ce que les Sénégalais les entendent? Justement, là est ma grande question. C'est pour ça que je parlais des extrémismes notés dans la société sénégalaise depuis quelques années maintenant. Oui. Cette culture de l'intolérance. Non, c'est une évolution. L'intolérance et l'indiscipline. Parce que cette intolérance-là vient aussi de l'indiscipline. On le voit tous les jours dans la rue. J'étais très jeune quand Senghor était au pouvoir, du moins dans les années 60 jusqu'aux années 68. Mais la discipline qu'il y avait dans ce pays-là s'est effritée. D'autant plus que tout le monde disait, oui, Senghor, c'est un petit blanc. Et moi je pose la question, Loubar, ces égouts dans lesquels on met n'importe quoi pour se plaindre d'être inondés. Je sais que ce n'est pas la seule raison. Je compatis avec ceux qui sont dans les inondations, mais je compatis avec eux d'autant plus que je dirais aux autres Sénégalais, si les autres sont inondés, il y a une part de responsabilité que vous devez prendre parce qu'à la Tabaski, vous y avez jeté vos poubelles. De même aussi, il y a la nécessité que le service d'assainissement là soit revu le plus rapidement possible et qu'on n'ait plus ce genre de situation. Mais ce désordre, cette indiscipline, on les voit tous les jours que Dieu fait ici et il faudrait qu'il y ait quelque part un sursaut national. Je me rappelle que le président a fait un appel il n'y a pas longtemps et qu'il y a des ministres qui sont là pour prendre des initiatives pour que ça change. Mais est-ce que vous savez que les marchands ambulants sont déjà retournés de là où on les avait renvoyés sous le prétexte que... Les opérations de désencombrement des rues de Dakar? Oui, sous le prétexte qu'on ne leur a rien donné d'autre. Mais les places qu'ils occupent, les trottoirs, est-ce qu'on a dit quelque part que ça appartient à tel Massamba ou à tel Mademba? On leur a fait comprendre que les espaces qu'ils occupent ne leur appartiennent pas. Je n'ai pas le droit, moi, de m'installer là-bas. Pourquoi quelqu'un d'autre se donnerait le privilège de s'y installer et dire si on doit le faire de déguerpir, il faudrait absolument qu'on le dédommage. Et là, il y a un problème. Parce que ce genre de situation-là, il y a la nécessité qu'un État fort puisse prendre des mesures dans un sens ou dans l'autre. Puisse prendre des mesures pour que ces citoyens-là qui ont aussi leurs droits soient mis dans des conditions qui puissent leur permettre de travailler, mais qu'un État fort puisse prendre les mesures aussi pour dire « je vous enlève d'ici et vous ne reviendrez pas ». Mais quand l'État est affaibli par beaucoup de situations complexes, telles qu'on a la situation actuellement au Sénégal, les mesures tombent dans l'eau. Pour retourner à notre thème sur la cohésion sociale, le vivre ensemble, il reste toutefois, malgré les problèmes qu'on a déjà soulignés depuis le début de cette émission, il reste toutefois de beaux exemples. La Casamance, où il y a une diversité de confessions religieuses et ethniques. On peut encore citer la société sérère où dans une même famille, c'est votre société, on retrouve des membres qui appartiennent à différentes religions. Malheureusement, c'est pas à une échelle nationale, mais oui. Voilà des poches sur lesquelles cette société pouvait se reposer pour améliorer le vivre ensemble. Et je vais vous donner même un exemple que je donne aux étrangers qui me rendent visite, Fall. Vous venez dans vos studios, mais personne ne peut me dire que celui-là est musulman ou celui-là est chrétien. Je ne parle pas de la manière de s'habiller, mais dans la manière de se comporter, dans la manière de vivre ensemble, dans la manière de manger ensemble, de discuter ensemble et de rire ensemble. Moi, c'est l'exemple que je donne en disant que chez moi, dans mon work que je dirige depuis un certain nombre d'années, mais personne ne peut faire une discrimination au niveau des religions, au niveau des ethnies, sur la base de ce que vous voyez sur quelqu'un. Sauf peut-être s'il y a quelques-unes qui sont un peu voilées. Ça, c'est une exception. Donc, je crois que cette intransigeance-là que l'on voit, surtout sur le plan religieux, c'est quelque chose qu'on doit beaucoup étudier. La cohésion sociale basée sur le fait qu'on respecte la religion des autres et on leur laisse la liberté d'exercer, cela a été le fondement du Sénégal. Évidemment, je comprends aussi peut-être quelque part une préoccupation. Est-ce que ces voiles-là ne vont pas faire tache d'huile ? Et envahir les autres, peut-être qui pourraient se convertir à,
Est-ce que c'est cette psychose qui pose ça? Parce que l'école du clergé catholique a été toujours une école où les gens sont allés étudier sans problème. Il y a beaucoup de cadres qui sont allés à Sainte-Marie, Anne-Marie Javoué, mes enfants sont allés à l'école catholique, mais pourtant il n'y a eu pas de problème, mais seulement... Crainte fondée peut-être parce qu'il y a des facteurs surtout exogènes qui pourraient davantage provoquer une expansion, à se comporter d'une certaine façon et qui pourrait nuire à tout le monde. Oui, qui pourrait nuire à tout le monde. Mais je crois que ça... il n'est pas besoin de prendre des mesures radicales comme ça. Il faudrait tout simplement, et comme ils l'ont fait par la suite, s'asseoir autour d'une table et savoir que c'est une question de foi de toute façon, et à partir de ce moment, il n'y a pas à pinailler de la manière dont on l'a fait. Bon, évidemment aussi, il y a des ports qui sont trop ostentatoires. Vous voyez ici des gens qui se cagoulent tellement qu'on ne voyait pas le visage. Je ne crois pas que les filles soient allées à cet excès-là, mais il faudrait qu'il y ait entre le ministère, entre les parents d'élèves et l'école, une discussion qui ressemble à ce qui peut être considéré comme aada ou tradition sénégalaise. Il y a un conflit, on s'assoit, on discute et puis on arrive à trouver une solution. Et non seulement les Sénégalais en ont besoin, mais l'école en a besoin et les différentes religions qui sont impliquées en ont besoin. Le Sénégal a été un pays il y en a même qui ne veulent pas parler de tolérance religieuse. Ils veulent dire de compréhension et de cohésion religieuse. Parce que quand vous êtes tolérant, vous vous mettez dans une position supérieure. Il y a cependant, professeur Ousmane Sène, des paradoxes à relever dans cette société, comme le souligne du reste votre collègue universitaire Harouna Sy, sociologue enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar comme vous, dans son dernier essai publié chez l'Harmattan Sénégal, des paradoxes donc quand on montre des apparences de cohésion sociale au Sénégal, alors qu'en même temps, cette société sénégalaise est promotrice de discrimination sociale avec l'instauration de castes. Oui, mais par rapport à cette question-là, qui est une question sensible, il y a quand même un phénomène de nivellement. Le plus grand niveleur a été l'éducation. C'est l'éducation qui a permis à toutes les couches de pouvoir aller à l'école et d'accéder aux responsabilités. Il y a eu aussi, je crois, un autre niveleur, la religion. Parce que c'est la religion qui est venue pour dire aux gens, quel que soit là où vous appartenez, Dieu ne reconnaît pas ça, Dieu ne reconnaît que les êtres humains. Il y a eu ce facteur. Mais il y a aussi un autre facteur dont on ne parle pas souvent. Le premier président de ce pays-là a fait en sorte que toutes les régions soient représentées, mais tous les groupes et tous les sous-groupes soient représentés. Je crois que même, des fois, une fois quand il formait son gouvernement, un de ses ministres s'est offusqué en disant « Oui, mais je ne serai jamais sous telle personne ». Et il leur a donné, l'exemple de sa propre maman, pour montrer que ici on est tous égaux, on est là pour servir la nation. Et je crois que cet exemple de Senghor a continué d'ailleurs avec Abdou Diouf, a continué avec Abdoulaye Wade et se poursuit aussi avec, je crois, Macky Sall. Je crois qu'il faudrait aussi qu'on relativise. Il y a beaucoup de contradictions dans notre pays. Mais il n'y a pas de pays sans contradiction. Regardez l'Amérique. Mais l'Amérique, si vous connaissez bien ce qui se passe aux États-Unis, vous avez l'impression qu'il y a deux Amériques. Qu'est-ce qu'on fait de l'histoire des Noirs et qu'est-ce qu'on fait de la situation actuelle que vivent les Américains? Mais ils ont tous le même passeport, ils acceptent tous de s'engager dans la même armée et de combattre ensemble. Il y a même des Noirs qui sont promus à des postes qui, il y a 20 ans, étaient impensables. Mais quand vous y regardez de près, même sur le plan de l'architecture et de la géographie des villes, vous avez l'impression qu'il y a une Amérique blanche, c'est le suburb, c'est là où vont les gros cylindrés avec les maisons à piscine et gazon. Mais le centre-ville, c'est toujours occupé par les pauvres, la majorité des pauvres étant les Hispanics et les Noirs. Et si vous voyez comment l'Amérique dans son ensemble fonctionne, mais il y a une certaine cohésion. Même la virulence de Trump n'arrive pas à quand même changer cette cohésion d'ensemble de l'administration américaine. Donc regrettons qu'il y ait, si vous voulez, ces contradictions humaines dans notre société et faisons l'effort qu'il faut pour pouvoir progressivement les résorber et aller vers un Sénégal beaucoup plus harmonieux, aller vers un Sénégal où justement les contradictions
iront dans le sens de Léopold Sédar Senghor, la réconciliation des contraires, qui était son credo. Et moi, je voudrais appeler de tous mes voeux à cette nécessité. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de bruit au niveau des politiques. On a fait cette commission-là pour pouvoir discuter. Le dialogue national. Oui, c'est concertation nationale. Mais moi, je leur dis ceci. Ils peuvent même s'entre-déchirer. Mais de grâce, qu'ils nous donnent au moins un fichier électoral sur la base duquel personne ne dira « on m'a volé les élections ». Parce que nous sommes les électeurs, ils veulent nos voix, ils sont censés travailler pour nous. On le leur dit net et clair, on est fatigué de ces politiciens qui passent tout le temps à nous dire le fichier électoral est truqué, on a volé les élections. Ils n'ont qu'à travailler pour qu'on n'ait plus ce genre de situation. Et puis c'est fini. Et entre autres problèmes politiques qu'il faut régler définitivement. Justement, on parle de dialogue national avec une commission politique. Et ce dialogue national, il n'y a que ça qui fonctionne actuellement. Les négociations politiques autour de l'organisation d'élections. Les autres aspects de ce dialogue national, sous la houlette de Famara Ibrahima Sagna, qui ne semblent pas avancer. La chose politique qui domine, il n'y a pas que la politique dans la vie. Et on s'en plaint dans ce pays. On s'en plaint dans ce pays. Les partis politiques à l'époque, enfin, je m'en souviens, mais j'étais très jeune, à l'âge de 14 ans, 15 ans, mais vous voyez les écoles des partis qui fonctionnaient. Surtout ceux qui sont de la gauche, les Landing Savané, les Abdoulaye Bathily, Feu Dansokho, que Dieu ait pitié de son âme, c'était un grand ami de tout le monde, y compris moi. Mais ces gens-là formaient leurs militants par rapport à certaines préoccupations qui n'étaient pas que des préoccupations politiques. Mais j'ai l'impression que les classes politiques actuelles, les seules choses qui les intéressent, c'est les échéances électorales. Donner la priorité à ça et laisser de côté ce qui est tellement fondamental pour nous, la situation politique, elle est fondamentale pour nous, mais les autres aussi pommes de discorde, qu'on puisse les aborder pour trouver des solutions, ou alors pour faire des recommandations pour qu'on ne soit plus dans des situations où les gens sont en train de s'accuser de tel et de tel. Je crois que ça aussi c'est important. Il ne faut pas que les politiques oublient ceci. Ils font de la politique, donc ils sont appelés à gouverner ce pays. Mais gouverner un groupe, diriger un groupe, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de qualités que vous devriez avoir pour que ces gens-là acceptent de vous suivre. Prêcher par l'exemple, c'est extrêmement important. Faire la politique, c'est l'art de l'abnégation aussi. L'art de se sacrifier pour les autres. Alors que le Sénégalais ordinaire, il prend le politicien pour quelqu'un qui se remplit la poche tous les jours. Je le dis 3 ou 5 fois, c'est faux. Ce n'est pas tous les hommes politiques qui sont comme ça. Et je dis autre chose aussi. On accuse les politiques, mais il y a des gens qui sont à 1000 lieues de la politique et qui sont en train de piller sans que qui que soit dise quelque chose. Ne l'oublions pas. Jusqu'au plus petit agent de l'État, il y en a qui font pire que les politiciens. Il faut qu'on le dise. Parce que le discours est très biaisé le plus souvent. Dès qu'on parle de corruption, les gens lèvent la tête. Mais ils ne baissent jamais la tête pour voir les plus petits, prendre nos deniers et les emporter là où ils ne devraient pas le faire. Donc ce mea culpa-là, il devrait être national. Pas pour un groupe seulement. Mais à nouveau, l'homme politique, le dirigeant politique, il devrait servir de guide, il devrait être un leader, il devrait être un exemple pour que les gens puissent le suivre. Non seulement puissent le suivre sur le plan politique, mais puissent l'imiter. On parlait depuis le début de cette émission de cohésion nationale, de cohésion sociale, de vivre ensemble. Oui. Ce dialogue national-là devrait s'inspirer de ces dernières actualités, peut-être, pour en faire un grand thème dans ce dialogue national-là, peut-être. Oui. Et pour rappeler une chose, il y a eu beaucoup de dialogues, il y a eu beaucoup d'assises dans ce pays. Mais notre grand problème, c'est assurer le suivi des décisions que nous prenons. Le suivi, la continuité dans l'effort qui est productif et qui est positif. C'est ça qu'on ne peut pas faire. Ou c'est ça qu'on ne veut pas faire. Le président Senghor nous appelait, nous les Sénégalais, nous sommes d'éternels fluctuants. C'est-à-dire que amul dara lo xam li dama koy commencer pour continuer ad vitam aeternam parce que c'est bon. Je commence aujourd'hui, je lâche. Combien d'initiatives y a-t-il eu dans ce pays pour que Dakar soit propre? D'autres initiatives, mais chaque fois qu'on commence à avoir les résultats, on arrête. Même les talibés, vous vous rappelez la décision qui avait été prise par Abdoulaye Wade?
et que pendant 2 jours, on ne voyait aucun talibé traîner dans la rue, on disait Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Le 5e jour ou le 4e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Les talibés sont revenus. Et vous croyez que c'est une très bonne chose? On connaît aussi le phénomène sous Macky Sall après l'incendie meurtrier sur la Médina dans une école coranique de fortune où 9 talibés sont morts calcinés dans un incendie. De grosses décisions avaient été annoncées et prises officiellement par le président Macky Sall, mais après... C'est ça, prise, mais ça a été comme de l'eau de baudruche. Mais je vous donne un exemple, puisque vous êtes à GFM, du côté de votre station de télévision, à l'époque c'était l'aéroport Léopold Sédar Senghor, 5 heures du matin, allant à l'aéroport pour prendre un avion, vous voyez 4h, 5h du matin, vous voyez 3-4 talibés avec leur pot de tomate dans la rue, 4h, 5h du matin. Qui peut imaginer ça? Ça n'a pas disparu, ça existe oui, mais toujours. Ces gosses-là, ils sont là en train de demander 100 francs, 200 francs. Un adulte mal intentionné peut faire ce qu'il veut d'eux. Et dans tous les sens possibles et imaginables. Il est de la responsabilité de l'État, il est de la responsabilité de la nation de protéger les enfants. Qu'est-ce qu'il faut dire, Ousmane Sène? Impuissance de l'État ou laxisme de l'État? Oui, mais hypocrisie de la société. Parce que si Abdoulaye Wade a reculé sur ce point, ça veut dire qu'il y a eu des pressions énormes qui sont venues de très très haut. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si avec l'incendie qu'il y avait à la Médina, malgré tout, on est revenu à ça, et si malgré les initiatives qui avaient été prises l'année dernière, les talibés foisonnent encore plus dans la rue, ça veut dire qu'il y a des pressions qui viennent de quelque part, et ce n'est pas de l'extérieur, c'est de ce pays-là. Mais un enfant, on lui doit tout. Au nom de quoi les Sénégalais devraient accepter qu'on apprenne des enfants à 3 heures du matin, en train d'arpenter la rue, en train de demander l'aumône? On est en train de fabriquer nos propres bandits, on est en train de fabriquer nos propres damnés de la terre. Je crois que là, il devrait y avoir au moins un consensus. Voilà un point sur lequel les politiciens devraient accorder leur violon, en se disant que ça, c'est un fléau national. On est tombé d'accord, il faut prendre des mesures et on fait cause commune. Quelles que soient les pressions, on n'attaquera jamais le président de la République sur ça. Quelles que soient les pressions, on ne s'attaquera pas les uns les autres. Ça aurait permis peut-être de régler le problème, mais moi je ne vois pas pourquoi on doit laisser des enfants divaguer le jour et la nuit comme des animaux et personne ne dit rien. Bon, je crois que le Sénégalais ne serait vraiment sensibilisé que s'il s'agissait de son enfant. Pourquoi ne pas voir l'enfant de l'autre comme notre propre enfant? On parle de nos valeurs, mais avant, dans le village, l'enfant était l'enfant de tous. Un enfant fait ce qu'il ne doit pas faire, vous le battez, vous allez dire à son papa, Tchaounako, parce qu'il a fait ça. Il fait quelque chose de bien, vous lui donnez, vous le récompensez et vous le dites. Mais tout ce qui nous touche, tout ce qui ne nous touche pas, mais ce n'est pas notre problème, ça peut se faire et puis on s'en moque. Je crois que le Sénégalais n'est pas très civique. Parce que le civisme, c'est ça qui entraîne à cet engagement qui nous permet d'agir là où ce ne sont pas nos propres intérêts étroits et personnels qui nous motivent. C'est autre chose, quelque chose de plus grand, l'intérêt national. Mais j'ai l'impression que devant l'intérêt national, nous avons tendance à penser beaucoup plus à notre ventre et à notre poche qu'à autre chose, et à notre famille qu'à autre chose. Il est temps quand même que de ce point de vue-là, on évolue et on change un peu. On parle de collectivité, de communauté, on est tous ensemble, Ndiobot, on est ensemble, mais quand il s'agit de faire quelque chose véritablement pour confirmer ça et pour améliorer, on est un peu en arrière et on est derrière là. Hein. Vous pointez beaucoup le comportement du Sénégalais. Absolument. Dans une dizaine de jours, le 17e anniversaire du naufrage du bateau Le Joola, la plus grande catastrophe maritime au monde, vu le nombre de personnes qui ont péri dans cet accident survenu le 26 septembre 2002. En même temps, il est constaté que les Sénégalais n'ont pas appris du Joola. On a vu les imprudences sur les routes. Ça s'est un peu calmé ces derniers jours, touchons du bois, mais ces dernières semaines ont été particulièrement meurtrières sur les routes sénégalaises. Quand on regarde aujourd'hui la circulation, la surcharge dans les véhicules de transport notamment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde se réveille? Qu'il n'y ait plus d'agents dans les rues,
Parce que quand même, il y a quelque chose. Si les gens ne se réforment pas, si les gens ne battent pas leur coulpe, la force est là, la force publique est là pour les obliger. La police existe pour ça. L'étymologie de la police, dit mon police, c'est en relation avec la communauté urbaine. Métropolis, ça vient de policia. La police est en relation avec la vie en milieu urbain. Donc, dans ces conditions, il faut renforcer. Il faut faire en sorte que je crois que des mesures soient prises pour que chaque fois qu'il y a un forfait, que les gens payent un lourd tribut. Je vous dis ceci. Peut-être qu'il n'y a plus de surcharge dans le Joola, le bateau. Mais allez-y un jour et veillez un peu le comportement. Les bateaux qui font la navette Dakar-Ziguinchor, oui. Oui, c'est ça. Oui. Enfin, à l'une cité Diaté ou l'autre, le Joola est parti. Mais je veux dire, dans ces bateaux-là, allez voir un peu le comportement des passagers. Allez voir, est-ce qu'ils se sont dit, je ne demanderai jamais aux mécaniciens, ou je ne demanderai jamais aux pilotes, ou je ne demanderai jamais aux gardiens de me refiler, de me cacher quelque part ce sac-là parce qu'il faut que je l'amène. Regardez le comportement, mais regardez le comportement de tous les jours dans la rue, ça n'a pas varié. Ça n'a pas varié. Brûler la priorité, filer à toute vitesse. Regardez tous ces lampadaires que l'on fait tomber. Parce qu'à 3h du matin, 2h du matin, il y a des jeunes qui empruntent les bolides de leurs parents, qui filent à 200 km du côté de Mermoz et heurtent ces lampadaires qui sont là pour la communauté. Il n'y a eu aucun changement dans le comportement des Sénégalais. C'est soit la même chose, le désordre et la pagaille, ou alors ça a empiré. Et en plus, le comportement irresponsable des gens comme moi, les policiers les attendent, les arrêtent et ils les regardent de haut en disant Yo khana khamo maïkan. Mais c'est plein dans la rue. Khana khamo maïkan. Yo yaïkan. Tu n'es pas un simple citoyen. Tu ne devrais pas montrer l'exemple. Non, tu as une Mercedes rutilante, tu es bien habillé, tu te prends pour un grand quelqu'un, un policier te fait, un policier qui t'arrête, c'est comme c'est un policier qui te fait perdre ton temps. Au nom de quoi? Réfléchissez et dites-moi si ça, c'est pas le comportement des Sénégalais. Pourquoi c'est si chronique alors? Pourquoi le comportement est aussi défaillant dans la société? Oui, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui a manqué peut-être dans notre urbanisation. J'ai l'impression que quittant les milieux ruraux ou le village, on n'a pas essayé de comprendre qu'on a fait un transfert, on n'est plus dans le même environnement. Et à partir de ce moment, on doit changer de comportement. Ça, et aussi le manque d'éducation. Parce que quand même, à un certain niveau d'éducation, il y a des choses dont on est conscient et on ne le ferait pas. Ceux qui ont ces vieux camions-là ou ces bus-là et qui font les transports interurbains et qui créent ces accidents, si vous vérifiez leur niveau d'éducation, il est au plus bas. Donc les deux combinés... Éducation au sens large du terme. L'éducation au sens large. L'éducation, yar, mais l'éducation aussi dougal kham ci sa bop pour nga yewu. Lolo, ça manque beaucoup parce qu'il y a des comportements, vous regardez la personne, mais vous vous dites, mais ça c'est un animal ou un être humain? Il y a parmi nous des gens qui sont des animaux. Vraiment instinct grégaire, comportement instinctif. Et au nom de quoi? Parce que les gens ne sont pas passés là où ils devraient passer, ou on ne les a pas fait passer là où ils devraient passer, ou on est trop laxiste avec eux, et ils se croient tout permis. Le Sénégalais se croit tout permis. Garaoul. Les ça se négocie. Mais ce n'est pas possible. Vous allez dans d'autres pays, vous ne négociez pas avec les gens de police américains. Vous ne le faites pas. Si vous commencez, vous allez en prison tout de suite. Bon, évidemment, peut-être, on va me dire le degré de rémunération. Mais même ça, je ne suis pas d'accord. Il y a des policiers qui sont payés comme les autres policiers et qui font leur travail normalement et qui n'accepteront jamais de déroger à la règle. Si vous demandez au commissaire de police, il peut vous faire une liste de policiers très vertueux,
de gendarmes très vertueux qui font le travail, mais ñi ci des mënuñu jéem a roy foofu un peu. Le professeur Ousmane Sène, directeur du WARC, le centre de recherche ouest-africain, et l'invité du grand jury d'RFM. Vous êtes aussi maître de conférence au département d'anglais de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste de la civilisation américaine. On s'en aperçoit dans votre discours. Et donc, l'histoire, c'est aussi votre business. Hein. La réécriture, on y revient, la réécriture de l'histoire du Sénégal à travers cette énorme œuvre appelée Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. Beaucoup de contestations, comme on a dit, après les premières publications de ce travail piloté par le réputé historien Iba Der Thiam, qui reconnaît qu'il y a eu des erreurs. Est-ce que vous remettez en cause la méthodologie utilisée par les équipes du professeur Iba Der Thiam? Non, je ne le ferai certainement pas, parce que c'est de tous ceux qui font l'histoire, de tous ceux qui font les humanités dans ce pays, et j'allais même dire en Afrique et peut-être même dans le monde, il n'y a pas meilleur que certains de ceux-là. Je ne les connais pas tous, mais le professeur Iba Der Thiam, à tout point de vue, en tant qu'historien, a fait ses preuves. Et je connais l'équipe, je connais certains qui sont là-bas et qui font partie de l'équipe. Ces gens-là ne transigeraient jamais avec les règles qui sont les règles par rapport à l'écriture d'une page historique. Mais je rappelle ce que j'ai dit. Il n'y a aucune version de l'histoire d'aucun pays qui soit unanimement accueillie et acceptée de tout le monde. Même en matière de recherche, les chercheurs ne sont jamais d'accord. Si les chercheurs étaient toujours d'accord, à partir de ce moment, vous écrivez un livre sur un thème, mais on n'en parle plus. Personne d'autre n'écrira sur le même thème. Deux brillants intellectuels, Boubacar Boris Diop et Souleymane Bachir Diagne, nous en ont donné la preuve ces derniers jours sur les contradictions. Oui, les contradictions sont là. Maintenant qu'il y ait de petites coquilles... Les échanges entre eux ont animé le débat public pendant quelques jours. Mais un débat ne peut exister que parce qu'il y a des contradictions ou des positions contraires. Sinon, il y a l'unanimisme, et l'unanimisme tue tout. Je crois qu'il y a certainement de petits détails. Et vraiment, je salue la position du professeur Iba Der Thiam, qui a dit, s'il y a des choses qu'il faudrait qu'on rectifie, on les rectifiera. Mais attention, à condition que ça corresponde à ce qu'on appelle la vérité historique. Il y a aussi, il est vrai, notre ami El Hadji Tall Ngol Ngol, qui est intervenu en disant que bon, les historiens traditionnels, on ne les a pas tellement associés et que aussi une certaine manière de représenter les Tchédos n'était pas la meilleure. Enfin, moi je ne suis pas de ceux-là qui, voyant les Tchédos, les voient, oui, ils ne sont pas islamisés. Donc, non. Les Tchédos font partie de notre culture et les Tchédos charriaient des valeurs qu'on aurait intérêt à imiter de nos jours. Parce que le vrai Tchédo, il s'est sacrifié sa vie pour la cause commune et pour sa propre cause. Donc, il ne faut pas qu'on le truc. Mais je ne crois pas je n'ai pas encore lu, mais je ne vois pas le professeur Iba Der Thiam privilégier une catégorie de Sénégalais et en oublier d'autres. L'histoire du Sénégal commence bien avant l'islam. C'est tout le problème. Tout le monde veut que son ancêtre soit présenté comme un héros. Ah ben non, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas le faire. Écoutez, je vous donne un exemple. Vous connaissez la bataille la bataille entre les Sérères et Maba Diakhouba, là. À Sombre dans le Fatick. Alors, mais si un griot de la famille de Maba Diakhou devait écrire cette page d'histoire-là, comment il le ferait? Il est griot de la famille de Maba Diakhou. C'est l'histoire traditionnelle. Si un Sérère devrait écrire l'histoire-là, comment il allait écrire ça? Mais entre les deux, il faut bien qu'il y ait quelqu'un dont la profession est de faire l'histoire ou d'écrire l'histoire ou de l'enseigner. Ajoutez-y si le descendant de Lat Dior devait lui aussi parler de cette bataille-là, où pour certains, Lat Dior il a quitté le terrain des opérations par repli stratégique parce que des urgences l'attendaient au Cayor. D'autres pensent qu'il a tout simplement lâché Maba Diakhou. C'est ce que je dis. Vraiment, autant, j'ai beaucoup de respect pour les historiens traditionnels. Hein. Vraiment, ils ont une partie de nos traditions, de nos valeurs, de notre culture. Mais je dis, quand il s'agit d'écrire une histoire, il faut donner ça à ceux qui sont spécialistes de l'histoire. C'est pas dire que oui, parce qu'ils ont été à l'école occidentale. Non, c'est pas ça. Quand ils écrivent, ces gens-là, ils écrivent sur la base d'une science, de la manipulation, de l'application d'une science inexacte, soit, mais d'une science qui s'appelle l'histoire.
Et l'histoire telle qu'on la connaît a ses règles. Il y a certaines choses que vous devez vérifier. Il faut avoir des preuves. Il faut avoir des faits. Il faudrait que ces faits-là, vous les mettiez en regard avec d'autres faits pour voir la vérité. Mais c'est ça. Mais l'autre histoire qui est traditionnelle... Il a été déjà établi que les Africains sont les champions de l'amplification des faits en termes d'écriture de l'histoire. L'amplification des faits, si vous êtes aussi historien traditionnel, votre rôle aussi c'est d'amplifier les faits. C'est ça, entre autres. Vous dites ce qui s'est passé, mais si vous voulez, il y a une amplification des faits en faveur du groupe auquel vous appartenez pour mieux faire ressortir ce bruit. Ce n'est pas le propos de l'histoire tel que les Ibader, les professeurs Ibader l'ont écrite. D'où la conclusion de certains qui appellent à ne pas confondre histoire et légende. À ne pas comprendre, mais aussi tenir en compte ce facteur. La recherche, c'est ça. Si vous avez un sujet et vous traitez ce sujet-là sur 500 pages, et s'il y avait unanimisme, après vous, personne n'écrirait. Mais vos 500 pages-là, vos collègues vont revenir là-dessus et pour vous dire, je ne suis pas d'accord sur tel et tel et tel, j'ai une autre interprétation. Mais c'est ça aussi l'histoire. Et même, je dirais, quelque part, est-ce que même l'histoire moderne écrite, quelque part, même on ne procède pas à des falsifications. Si vous aviez donné à Adolf Hitler le propos de réécrire l'histoire du monde, qu'est-ce qu'il nous dirait? Est-ce qu'il n'a pas même réécrit l'histoire de l'Europe pour que le peuple arien soit en haut? Mais je crois que l'équipe de Iba Der Thiam ne cherchait pas à faire ça. L'équipe de Iba Der Thiam, c'est ceci. L'essentiel de notre histoire a été écrit par les coloniaux. L'essentiel de notre histoire a même été écrit par des professeurs, des collègues, mais des collègues qui sont non africains. Reprenons le dossier et écrivons en faisant ressortir la sensibilité, la perspective nationale, parce qu'après tout, ces gens-là sont nos ancêtres. Et je suis sûr et certain qu'ils sont allés à toutes les sources écrites. Les sources orales, les sources traditionnelles. Je me rappelle le livre que le professeur Rokhaya Fall, qui fait partie de l'équipe, a écrit sur le Saloum, terre de rencontre. Mais Rokhaya Daba Fall va voir les archives tout autant qu'il a parcouru tout le Djingli, tout le Nyombato, pour interroger les vieux qui sont là et qui ont un pan de notre histoire. Elle a tout intégré là-dedans. Et elle fait partie de l'équipe et je crois que ça a été la philosophie du professeur Iba Der Thiam qui, pour moi, a fait un travail extraordinaire. Pas lui seulement, mais lui et son équipe. Et je leur tire mon chapeau, véritablement. Nous restons dans le monde universitaire pour parler des dernières décisions du gouvernement. On parle des nouveaux bacheliers. L'État avait initié la méthode de réorienter tous ceux qui ne peuvent pas aller dans les universités publiques, les orienter dans des instituts privés d'enseignement supérieur. Et cette année, le gouvernement a décidé de renoncer à ça, d'intégrer tous les bacheliers dans les universités publiques. Vous êtes enseignant à la faculté des lettres de l'UCAD. Et c'est une bonne décision. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré les assurances du gouvernement à s'acquitter de toutes les conséquences financières d'une telle décision, pensez-vous aujourd'hui que vos facultés sont capables d'accueillir tous les nouveaux bacheliers? Je vais vous dire, quand je fais un cours de licence dans un amphithéâtre, je peux avoir jusqu'à 500 ou plus de 500 étudiants. Les collègues qui fonctionnent au niveau de la première et la deuxième année, ils peuvent avoir 1000 étudiants dans un amphithéâtre. Je crois qu'il faut qu'on considère ce facteur-là. Désengorger les institutions universitaires, c'est peut-être la meilleure façon pour réduire les tensions, mais c'est la meilleure façon aussi pour assurer la qualité de l'enseignement. Le ratio d'encadrement entre enseignants et enseignés, ça peut aller jusqu'à 1 par rapport à 25, mais si ça dépasse trop, il y a même des universités, surtout aux États-Unis, où le ratio c'est de 1 à 10. Un professeur pour tous 10 étudiants. Ici, vous avez un professeur pour 300, 400 étudiants. Véritablement, si vous voulez, le contact qu'il devrait y avoir entre l'enseignant et l'enseigné est réduit. En plus, vous surpeuplez les étudiants et ce surpeuplement-là est la source de toutes les tensions et de toutes les dérives qu'il y a sur les campus.
Alors, moi, j'aurais bien préféré qu'il y ait des négociations entre les deux parties pour que les institutions privées aussi sachent qu'elles ont leur compte. Parce qu'après tout, tôt ou tard, ils seront payés. Mais peut-être ce qui les dérange un peu, c'est le tard. Mais il est possible de discuter. Bon, faire aussi un clin d'œil à l'État. Peut-être ne pas prendre des engagements qu'on ne peut pas respecter. Parce que même cette universalisation des bourses au niveau des étudiants, je ne sais pas jusqu'à quand l'État pourra supporter ce fardeau énorme. Pour vous, le gouvernement se trompe encore sur sa décision d'orienter tous les nouveaux bacheliers dans les universités publiques? Oui, mais se trompe. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire que le gouvernement se trompe si le gouvernement avait une autre solution. Si le gouvernement ne peut pas s'entendre avec les écoles privées... C'est une bonne décision ou pas? C'est trop difficile à dire. Moi, j'aurais préféré, mais je crois que même si je le dis, mais ceux qui sont à la place, ils peuvent aussi dire, mais monsieur, nous, on y a aussi pensé, mais on n'a pas pu le faire. J'aurais préféré qu'il y ait, si vous voulez, une sorte d'entente cordiale entre les institutions privées et le gouvernement pour que cette situation s'améliore même. Engorger les campus des universités, ce n'est pas la meilleure solution. Si c'est la seule solution qui reste, on est obligé de l'appliquer parce que vous ne pouvez pas laisser en rade un bachelier, mais ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de trouver les voies et moyens pour faire en sorte que nos universités soient moins surpeuplées. Et la surpopulation ne donne pas de qualité. La surpopulation ne fait pas de nos universités ce que le recteur Ousmane Souleymane Niang disait, un espace de paix. Or, toute université doit jouir de quelque chose pour prospérer, espace de paix. Je me rappelle être allé dans une université au Canada et cette université s'appelle Simon Fraser University. C'était la première fois dans mes expériences au cours de ma vie. Je dis on m'amène à l'université et puis je vois les gens s'enfoncer dans la forêt, entre les arbres. Et brusquement apparaît cette université nulle part, entourée de forêts, tranquille, paisible, très net, très clean. Les étudiants allant au campus. C'est ça l'université. Les questions africaines, ça vous intéresse Mugabe, aussi? Vous voulez dire Mugabe, l'Afrique du Sud, justement. Oui, l'Afrique du Sud, c'est... Justement, ce samedi, au stade de Harare, l'hommage national à Robert Mugabe, mort à 95 ans, évincé du pouvoir il y a 2 ans, après 37 ans de présidence. Un stade presque vide. Vous allez peut-être nous dire pourquoi. Mais en même temps, l'anecdote au cours de cette cérémonie, c'est Cyril Ramaphosa. Oui. Le président sud-africain qui a assisté à ça, oui. Et quand il a pris la parole, malgré ses excuses sur les violences xénophobes enregistrées dans son pays ces derniers jours, malgré ces excuses-là, le public zimbabwéen qui était dans le stade de Harare l'a conspué. Ça signifie que peut-être que les blessures sont assez profondes. Oui. Alors, parlant de stade, vous avez le revers de la médaille. Lorsque Mugabe a libéré la Rhodésie de Ian Smith et l'a rebaptisé Zimbabwe, Bob Marley and the Wailers sont allés là-bas et ont fait un show dans un stade plein à craquer. Tellement plein à craquer qu'il y a eu des incidents qui ont interrompu le show. We're gonna liberate Zimbabwe, c'est là-bas où il a chanté ça. Le stade était plein comme un œuf. Et il y avait plus de personnes dehors. Ils ont forcé et il y a eu des lacrymogènes un peu partout. On a dû évacuer. Les chanteurs et les instrumentalistes de Bob Marley sont partis. Il était le seul à rester là jusqu'à ce qu'on vienne le prendre. Alors, dans un même stade, on est en train de donner les derniers honneurs à Mugabe et le stade est pratiquement vide. C'est symbolique de ce que les hommes peuvent être. Ce n'est pas symbolique de ce que les hommes devraient être. L'usure du pouvoir peut faire ça. Oui, l'usure du pouvoir. Le pouvoir corrompt. Et le pouvoir long, on a dit le pouvoir absolu, mais moi je vais dire le pouvoir long corrompt davantage. Ce n'est pas pour rien que Nelson Mandela n'est pas resté au pouvoir. Vous glorifiez Thomas Sankara actuellement, mais vous le glorifiez parce qu'il n'est resté que 5 ans au pouvoir. S'il était resté 20 ans au pouvoir, ce Sankara, qu'est-ce qu'il serait devenu ? Je crois que les gens ont à apprendre de ces choses-là. Il n'y a pas que le pouvoir. Après le pouvoir, il y a une autre vie. C'est ce qu'on dit.
Regardez aussi Mobutu, comment il est parti comme un chien galeux. Alors que dans sa splendeur, Mobutu achetait pratiquement tout le monde. Qui c'est qui a amené Mohamed Ali au Zaïre? Pas Mobutu. Avec d'autres choses. Donc, je crois que Mugabe, c'était le héros national du Zimbabwe, mais avec les 10 dernières années de son règne, je ne crois pas que les Zimbabwéens puissent accepter d'en faire un héros national. Peut-être qu'ils seront, qu'ils seront pardonnés, mais en tout cas, il a écrit les plus belles pages de la guerre d'indépendance du pays. Mais il a écrit les pages les plus sombres de sa gestion politique. Comparaison peut-être trop recherchée, mais au Sénégal, on a un certain Abdoulaye Wade qui, à 92 ans, 93 ans, continue d'être un acteur politique toujours présent. Abdoulaye Wade, il faut que je le rende visite. Je crois que c'est un phénomène. Là, Abdoulaye Wade, voilà, bon, on se disait, ces jours-ci, on se disait, oui, mais le PDS est parti. Et toutes les coordinations du Sénégal écrivent pour dire qu'ils sont avec lui. Mais il a un charisme, etc., extraordinaire. Comme on le disait, sauf que bon, peut-être il n'a plus la force physique pour pouvoir diriger ce pays ou faire de la politique sur le terrain. Moi, tout ce que je regrette de ce grand monsieur, c'est le fait que peut-être son deuxième mandat n'ait pas été aussi brillant que le premier à cause de considérations, vraiment, il faut le dire quand même, de considérations familiales et personnelles. Je crois que la fin de Abdoulaye Wade aurait pu être un peu plus glorieuse que ça et nous en aurions été fiers. Il nous a permis d'écrire les plus belles pages de l'histoire de la politique dans ce monde. Parce qu'en 2000, il y a une grande personnalité de l'ambassade des États-Unis qui m'a vu et qui m'a dit « Ousmane, vous avez donné une leçon extraordinaire dans ce pays à vous-même. Vous l'avez donné à l'Afrique, mais ce n'est pas qu'à l'Afrique. Vous l'avez donné au monde entier. Même nous qui sommes des représentants diplomatiques, nous avions peur de dérive et pourtant vous allez gérer la situation à merveille. » Voilà. Donc, pour dire peut-être que Cyril Ramaphosa, oui, Cyril Ramaphosa, c'est un peu l'Afrique du Sud que l'on ne connaît pas. Mais moi, j'ai entendu certains Sud-Africains, jeunes professeurs allant au Canada. Qu'est-ce qu'une Sud-Africaine m'a dit? Oui, attendez-vous des autres Africains là. Nous allons nous libérer et quand nous libérerons, nous viendrons vous libérer. Mais qui a libéré l'Afrique du Sud? Est-ce que c'est l'ANC tout simplement? Je crois que c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Quel est le lieu où il y a eu la première rencontre entre l'ANC et les dirigeants de l'apartheid? Vous savez où? À Gorée. Exactement. C'est le président Senghor qui a facilité ça. Et vous savez aussi que pour que l'ANC fonctionne, il y a beaucoup de pays africains, les pays de la ligne de front, mais ce n'est pas seulement les pays de la ligne de front. Les pays ouest-africains, les pays arabes ont contribué parce que Nelson Mandela faisait des tournées pour ramasser de l'argent. Alors tout ça, c'est une contribution africaine à la libération, si vous voulez, de l'Afrique du Sud. Je crois que les politiciens sud-africains devraient peut-être éduquer la population sud-africaine pour que ces vagues de xénophobie puissent s'arrêter. Merci, professeur Ousmane Sène, d'être passé devant le grand jury d'RFM, directeur du WARC, le Centre de recherche ouest-africain. Et en même temps, vous êtes maître de conférence au département d'anglais de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci à tous nos auditeurs. Bonne fin de semaine. Restez sur RFM et dans